Gérard Blier, bonjour. Bonjour Yann. Alors, dans un climat de lassitude générale en Europe, est signée la paix d'Amiens en mars 1802. Et pourtant, dès 1803, c'est la rupture entre la France et l'Angleterre. Et le premier consul, je crois, prépare l'invasion de l'Angleterre. Tout à fait. Gérard Blier, vous allez nous en dire plus. On va essayer. Alors, vous avez tout à fait raison. En 1802, il y a la paix d'Amiens. Et la paix d'Amiens, bon, elle est importante dans la mesure où, pour la première fois depuis longtemps, l'Europe n'est plus en guerre. Mais c'est très fragile. La France et l'Angleterre ont déjà à cette époque-là un énorme contentieux et on sait que la tension va recommencer. Et effectivement, dès 1803, c'est le retour de la tension entre la France et l'Angleterre. Et à ce moment-là, Napoléon, à quel moment précis, je ne sais pas, mais Napoléon décide tout simplement l'invasion de l'Angleterre. Alors, l'invasion de l'Angleterre, les historiens depuis, français et anglais, s'interrogent. Napoléon pensait-il qu'il pouvait réellement envahir l'Angleterre ? Alors, on peut penser que oui, sinon il n'aurait pas fait des préparatifs. Alors, il pense pouvoir envahir l'Angleterre à une condition. Si ses troupes mettent le pied sur l'Angleterre, sur le sol de l'Angleterre, c'est gagné, parce que les Anglais ne peuvent pas faire face sur le plan du combat terrestre. Mais il y a évidemment le Pas-de-Calais, il y a la Manche, la mer du Nord, les mers qui protègent l'Angleterre. Et naturellement, on sait que la Royal Navy, c'est-à-dire la flotte de guerre anglaise, c'est la première du monde et elle est là pour protéger l'Angleterre. Par conséquent, donc, Napoléon a pu penser à un moment donné que grâce aux efforts des arsenaux français, on allait pouvoir donc annihiler l'obstacle de la Royal Navy, la battre, l'écarter et débarquer. Bon, il pouvait le penser. On peut penser quand même que Napoléon était un homme très réaliste, il connaissait la force navale, la primauté navale de l'Angleterre, et il a pu penser aussi qu'en concentrant énormément de monde face à l'Angleterre, la menace de l'invasion, qu'il allait obliger les Anglais à récupérer toute leur force navale, ou la plus grande partie des forces navales, pour les concentrer devant leur île, pour la protéger. Et à ce moment-là, laisser le champ libre aux Français, par exemple, sur le champ de bataille naval essentiel des Antilles, par exemple, ou ailleurs. Donc Napoléon a peut-être eu cette idée. Si on peut, on bat les Anglais et on va débarquer. Si on ne peut pas, la Royal Navy sera obligée d'être là et elle ne sera pas ailleurs. Voilà donc l'idée générale. Alors, à ce moment-là, eh bien, Napoléon, avec son génie de l'organisation, au printemps, à partir du printemps 1803, il décide donc l'opération de débarquement en Angleterre. Et pour ça, eh bien, c'est autour de Boulogne qui est bien placée en face de l'Angleterre, Napoléon donc décide d'organiser un camp gigantesque pour concentrer des troupes, de l'armement, de façon à préparer le débarquement. Alors, le camp de Boulogne, ça va être un camp qui va largement dépasser la ville de Boulogne. Dans la ville de Boulogne même, il n'y a pas grand-chose, mais on dit le camp de Boulogne parce que c'est sur des kilomètres tout autour, le long de la côte, qu'il y a des constructions qui sont érigées, des chantiers, etc. Alors donc, concentration de forces terrestres et concentration aussi autour de Boulogne, qui est un port, de bateaux de transport et de navires de guerre. Alors donc, de vastes aménagements. C'est une véritable fourmilière. On pense qu'à partir de la fin de 1803, il y a, voyez-vous, des milliers de travailleurs qui opèrent pour préparer le chantier, pour faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Napoléon accorde tellement d'importance à cette opération du camp de Boulogne, la base arrière pour le débarquement, pour la tentative de débarquement en Angleterre, qu'il vient à 6 reprises, à une époque où les déplacements n'étaient quand même pas très faciles. Il tient à venir à 6 reprises surveiller évidemment la progression des travaux. Et alors, cette concentration de troupes, c'est la plus forte concentration de troupes de la période de Napoléon Bonaparte, et c'est, voyez-vous, au camp de Boulogne que les historiens s'accordent pour dire que c'est là qu'est née la fameuse Grande Armée. La Grande Armée de Napoléon, elle naît au camp de Boulogne au point de vue des effectifs, de l'organisation et de la préparation des opérations. C'est ainsi qu'au début de 1805, on estime que 150 000 soldats, c'est énorme pour l'époque, 150 000 soldats sont concentrés au camp de Boulogne, avec en particulier énormément d'artilleurs. Les Anglais sont évidemment au courant, ils se rendent compte de ce qui se passe, ils sont inquiets,
ils savent, les Anglais, très bien que leur seule chance de ne pas être envahis, c'est évidemment de faire barrage dans le détroit du Pas-de-Calais de façon à empêcher les Français de débarquer. Les Anglais savent en effet, comme Napoléon, que si le débarquement est réussi, c'est fichu pour eux. Par conséquent, donc, les Anglais sont très nerveux, ils sont sur le qui-vive. C'est ainsi qu'il y a quelques reconnaissances navales, des affrontements dans le Pas-de-Calais, mais ce n'est pas important. Visiblement, il y a là un enjeu énorme et une situation qui est bien sûr explosive. Or, la tentative de traverser, finalement, eh bien, elle ne va pas avoir lieu. C'est-à-dire que Napoléon est amené dans un premier temps à différer la tentative de débarquement et il est tenté ensuite de revenir à cette idée, mais finalement, il ne va jamais la mettre à exécution. Pour quelle raison? Eh bien, la raison, elle s'exprime par l'expression « troisième coalition ». Bon. C'est-à-dire que la paix d'Amiens avait mis fin aux affrontements de la seconde coalition, et là, eh bien, en 1805, il y a la formation de la troisième coalition. Troisième coalition, qui est une coalition qui réunit presque tous les grands pays européens contre Napoléon, sauf la Prusse, mais il y a l'Angleterre, bien entendu, il y a la Russie et il y a l'Autriche. Trois très grandes puissances militaires. Et la Russie et l'Autriche, vous voyez leur situation, c'est l'Europe de l'Est, c'est l'Europe centrale, par conséquent, c'est une menace contre la France directe, cette formation de la troisième coalition. Par conséquent, là, Napoléon n'a pas le choix. Napoléon a sa grande armée, a l'essentiel de ses troupes dans le camp de Boulogne, la grande armée, dans la perspective du débarquement en Angleterre, mais là, effectivement, il y a urgence. Il y a urgence où? En Europe centrale, parce qu'en Europe centrale, à partir du moment où la troisième coalition existe, les forces russes viennent rejoindre les forces autrichiennes. Et l'armée russe plus l'armée autrichienne, c'est une menace, évidemment, que Napoléon ne peut pas, bien sûr, tolérer. Il faut faire quelque chose. Ce qui fait qu'à ce moment-là, eh bien, la grande armée, là, c'est un exploit technique, parce qu'à l'époque, les camions, ça n'existait pas, les déplacements étaient très durs. Eh bien, en quelques semaines, mettons en 2 ou 3 mois, la grande armée se déplace, elle part de Boulogne, bon, à pied. Les cavaliers ont leurs chevaux, mais la masse des troupes est constituée par des fantassins, et donc à pied, à travers donc l'Allemagne de l'Ouest, la Grande Armée gagne l'Allemagne du Sud, la région de la Bavière, la proximité de l'Autriche, où on sait que se concentrent les Autrichiens et les Russes. Alors, ce qui veut dire que à partir du mois d'août 1805, le camp de Boulogne, ce gigantesque camp de Boulogne, des centaines, des milliers de baraquements pour abriter le ravitaillement, les hommes, etc., il est de moins en moins fréquenté et il est de plus en plus désert. Alors donc le camp de Boulogne, en apparence, ne va servir à rien. C'est vrai qu'il ne va pas y avoir finalement de tentative de débarquement. Le camp de Boulogne, on peut penser que ça a été pour Napoléon un coup de bluff, s'il pensait réellement ne pas pouvoir envahir l'Angleterre. Mais Napoléon, en organisant ce camp de Boulogne, a exercé une très très forte pression sur l'Angleterre. Et c'est vrai que pour les Anglais, savoir qu'il y avait cette force tout à fait imposante, extraordinaire pour l'époque, à quelques dizaines de kilomètres de l'autre côté du Channel, c'était une menace telle que Napoléon pensait pouvoir impressionner les Anglais. C'était mal connaître les Anglais, comme la suite va le montrer. Toujours est-il que quand Napoléon, on sait maintenant à peu près, que quand Napoléon décide d'emmener sa grande armée vers l'Europe centrale, où là il y a un problème tout à fait considérable, très rapidement il va y avoir la bataille d'Austerlitz, bon, eh bien Napoléon a-t-il à ce moment-là renoncé définitivement à envahir l'Angleterre? Les historiens sont partagés, beaucoup pensent, je me permets modestement de les rejoindre, que Napoléon, dans un coin de sa tête, avait quand même l'idée que ce qui n'était pas possible en 1805, ça pouvait être repris un peu plus tard. Ce qui fait que dans son idée, le camp de Boulogne n'était peut-être pas définitivement terminé. Le camp de Boulogne, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. On parle plus des camps de Calais.
Oui, ça n'a rien à effectivement. voir. Oui, mais vous avez raison, Ian, mais pour continuer dans ce rapprochement hardi, mais tout à fait fondé que vous faites, dans le fond, c'est la même raison, c'est-à-dire Calais et Boulogne sont en face de l'Angleterre, et pour des raisons différentes, il y a des tas de gens qui, au temps de Napoléon, et maintenant, veulent passer en Angleterre. Voilà. Merci beaucoup, Gérard.